C'est bon. C'est- Bonjour mesdames et messieurs, donc à la fois en présentiel et en distanciel. Je vous remercie pour votre présence, pour votre engagement, pour cette participation à ce concours. Alors je vais éviter de dire que je le connais très bien, puisqu'en fait l'occasion de vous accueillir est pour moi l'occasion de découvrir en fait ce concours, ses valeurs, ce qu'il peut apporter aux élèves, en fait, en participant ainsi, en venant interroger, participer, rédiger sur une phase de notre histoire qui est la résistance, qui peut-être plus aujourd'hui que ces dernières années commence à reprendre de l'ampleur en fait dans notre monde, se rappeler pourquoi on s'est battu, quelles sont les valeurs que l'on défend, qu'est-ce qui a été mis en place suite au sujet de cette année. Les enseignants, notamment les enseignants d'histoire, vous avez pour mission de transmettre l'histoire de notre pays, ses grandes heures et ses plus sombres pour permettre d'éclairer nos élèves, les jeunes générations et essayer peut-être d'éviter que les heures sombres se reproduisent. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet auditorium, hein, dans cette salle où nous pouvons faire vivre la démocratie année après année, donc au sein du conseil départemental qui est assez peu connu des élèves, hein, puisque nos missions ne sont, contrairement à celles des mairies, sont assez mal connues, donc, mais notamment essentielles puisqu'on s'occupe de tout ce qui est tout ce que sont les solidarités qui sont vraiment des valeurs essentielles aujourd'hui à préserver et à connaître. Et donc l'espace, le lieu du débat, le lieu où l'on construit ensemble les politiques pour tous. L'après-midi est long, vous avez beaucoup de choses à découvrir. Je vais pas m'attarder plus longtemps et laisser la parole à des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Mais merci pour votre engagement et pour votre participation avec vos élèves. Madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs, alors tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur Ménard, pour l'accueil qu'il fait tous les ans au sein des locaux du conseil départemental, qui sont effectivement de très beaux locaux. Nous en parlions tout à l'heure, hein, à notre arrivée. Cela permet à la fois d'accueillir des personnes en présentiel, comme c'est le cas en ce moment, et en distanciel, mais aussi d'enregistrer cette visio qui pourra être donc accessible aux équipes pédagogiques qui n'auraient pas eu le temps cet après-midi d'y consacrer un moment. Donc, un grand merci pour cet accueil et puis pour cette collaboration et le partenariat que nous avons l'habitude de faire entre nos institutions, Éducation nationale et Conseil départemental. Alors, comme tous les ans, le jury du CNRD, du Conseil national de la résistance et de la déportation, se déroulera au lycée professionnel Arago de Nantes, que les uns et les autres, vous connaissez bien. Je reconnais dans la salle les personnes des années antérieures, donc vous connaissez bien maintenant ce lycée. Il est prévu le mercredi 23 avril 2025, donc sans doute faut-il noter d'ores et déjà cette date dans vos agendas, donc mercredi 23 avril 2025. J'ai le plaisir d'annoncer que cette année encore, une équipe lauréate du jury départemental, hein, validée par le jury départemental, a été récompensée au niveau national. Il s'agit d'un travail collectif réalisé par trois élèves, Jeanne Chantebel, Charlotte Fonlupt et Edel Harvé du lycée Saint-Joseph à Châteaubriand, qui avaient réalisé un musée miniature. Alors, je vois Madame Touzé, je n'ai pas pris le temps de la saluer en arrivant, donc je vous salue Madame Touzé et je vous remercie puisque Madame Touzé est présidente de l'association Les Relais de la Mémoire et non seulement elle est présente, mais elle est très active et participe largement du bon fonctionnement de ce concours au niveau départemental. Je remercie également
les représentants de l'AMRC, donc l'Association des Amis du Musée de la Résistance de Chateaubriand, qui, comme chaque année, font une exposition sur le thème du concours. Cette exposition est mise à la disposition gratuitement des établissements scolaires qui en font la demande. Donc un grand merci pour cet engagement aux côtés de nos établissements. Alors ça a été dit, hein, le sujet de cette année, c'est Libérer et refonder la France, 1943-1945. C'est un sujet qui s'inscrit pleinement dans le cycle mémoriel du 80e anniversaire des débarquements de la libération de la France et de la victoire. Et c'est vrai que je le fais tous les ans, mais je tiens à le refaire. Là, je remercie les chefs d'établissement et toutes les équipes pédagogiques et éducatives, hein, les enseignants, alors d'histoire-géographie, mais aussi de lettres, d'art et d'autres disciplines, qui sont engagés dans ce concours parce que cela permet à des jeunes de se rendre acteurs, et on sait combien c'est important dans le cadre pédagogique, de se rendre acteurs dans le cadre d'un travail mémoriel et de devenir des passeurs de mémoire. Donc merci vraiment aux équipes engagées pour encadrer les élèves. Je tiens aussi à remercier Monsieur Éric Brossard, professeur agrégé d'histoire, qui nous accompagne aussi sur ce concours. Alors à plusieurs titres, hein, puisqu'il est il est professeur relais au musée de la Résistance nationale de Champigny, mais il est membre aussi de la direction nationale de la Fondation de la mémoire et de la déportation, membre du jury national du CNRD et vice-président des Amis du musée de la Résistance nationale de Champigny. Alors cette année, on va avoir quelques petits changements que je vais vous indiquer. La circulaire départementale n'est pas encore publiée, mais elle ne saurait tarder et elle précisera, comme tous les ans, les modalités du concours. Les modifications que je souhaite vous indiquer sont les suivantes. Il y en a deux. Premièrement, cette année, l'inscription au concours se fera sur la plateforme Adage. Alors c'est intéressant puisque la plateforme Adage a vocation, vous le savez parfaitement, hein, enseignants et chefs d'établissement, à réunir l'ensemble des projets qui participent de l'éducation artistique, culturelle et d'autres parcours éducatifs. Cela permet d'agréger ce qui se fait et de voir et de rendre visible ce qui se fait. Alors, cette inscription devra être faite avant le 1er février 2025, date limite. Et là, j'attire vraiment l'attention, puisque et l'année dernière, il y a 2 ans, la question m'a été posée pour un établissement différent à chaque fois. Mais attention à la date limite, puisque là, nous ne pourrons pas récupérer 2 ou 3 heures après la fermeture de l'inscription, nous ne pourrons pas récupérer des oublis d'inscription, puisque c'est une plateforme nationale, c'est la plateforme Adage. Donc, j'attire vraiment votre attention sur le fait de respecter ce délai. Deuxième modification cette année, c'est intéressant parce que cela répond à un questionnement du jury de l'an passé. Il pourra être possible désormais aux candidats de mentionner sur la partie non anonymisée de la copie leur section ou voie, filière ou dispositif dont ils relèvent, sans faire référence à la dénomination de l'établissement, afin que le jury puisse avoir un regard différencier entre les jeunes gens qui relèvent de la filière technologique de celles qui relèvent de la filière générale. Vous vous souvenez, l'an passé, c'était une question qui avait traversé le jury départemental. On s'était dit que ce n'était pas forcément toujours très équitable d'avoir des copies non différenciées au regard des programmes d'enseignement différents entre filières. Donc ce sera une façon aussi de valoriser l'engagement de ces jeunes gens. Voilà. Enfin, je conclurai par une très triste nouvelle pour ceux parmi vous qui ne l'auraient pas appris. Monsieur Butlen, qui accompagnait le CNRD toutes ces années avec nous, hein, nous a quittés. Alors, il a été chef de la DIVEL, de la division des élèves à la DSDEN. Il a été aussi président d'honneur du jury départemental délégué du CNRD et il nous a quittés brutalement le 5 novembre dernier. Je vais laisser la parole à Monsieur Reynaud, puisque nous avions envisagé avec vous d'évoquer sa mémoire. Monsieur Reynaud. Je ne serai pas long, mais nous vous proposons effectivement d'évoquer la mémoire de Francis Butlen,
Ceux qui l'ont connu, l'ont vu pendant ces années d'activité comme chef de la division des élèves, avoir vraiment le souci de l'organisation, de la bonne organisation du concours et de son jury départemental, dont il est effectivement devenu ensuite président d'honneur. À sa retraite, Francis a continué de fréquenter le concours comme président d'honneur, mais aussi avec sa présence physique, puisqu'il assistait chaque année à cette conférence et aux différents événements qui jalonnent l'organisation du concours jusqu'à la remise des prix. Francis était quelqu'un de cultivé, de féru d'histoire et de très intéressé par ces questions. Il était aussi membre de l'association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Donc, nous allons ensemble observer une minute de silence. Merci de vous lever. Merci. On va laisser la parole maintenant donc à Éric Brossard pour son exposé. Excusez-moi, président de séance, je voudrais... voilà, parce que je ne pourrais pas malheureusement rester tout au long de la présentation qui, comme chaque année, va certainement être intéressante. Mais voilà, je suis Philippe Charon, directeur des archives départementales, et je souhaiterais préciser, comme chaque année, mais il y a du renouvellement certainement dans les participants à ce concours, que comme l'association des Amis du Musée de la Résistance, les archives départementales ont réalisé un fascicule de documents qui, je pense, a déjà été envoyé dans les établissements, qui peut soutenir votre démarche et la participation des élèves au concours. Voilà, je vous remercie. Il y aller, Éric. Très bien. Donc, je vous demande juste quelques petites secondes pour activer le... Et je vais prendre la parole une fois que les aspects techniques seront réglés, ce qui ne devrait pas tarder. Je vais simplement demander à Charlie de me confirmer que apparaît bien à l'écran les bons éléments. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Je pense que Charlie, il faut que tu réactives ton micro pour me le confirmer. Ah oui, excuse-moi. Oui, je te confirme que ça fonctionne bien. Effectivement, Très j'avais bien. coupé le micro. Donc je pense que c'est bon également pour tout le monde, hein. Très bien. Alors, je me suis effacé derrière les diapositives. Je pense qu'il sera plus intéressant de se consacrer aux documents qui vont être présentés durant cette intervention. Et bien évidemment, je serai à disposition de chacun pour répondre à d'éventuelles questions à l'issue de cette intervention. Et donc, je réapparaîtrai. Donc, je vais vous proposer une intervention qui va essayer à la fois de balayer le thème du concours de cette année et avec plusieurs approches, à la fois essayer de faire un point historique, mais également essayer d'apporter quelques éléments de ressources, également voir de quelle façon il est possible d'interroger ce thème avec les élèves. Et puis, je vais essayer autant que possible d'apporter un éclairage local, même si la présentation sera générale dans l'esprit du thème, essayer de voir de quelle façon il peut être intéressant de l'aborder au niveau local, puisque c'est quand même un des éléments importants de ce concours, c'est d'inciter aussi à valoriser les ressources locales et l'histoire locale. Ça a été la volonté des fondateurs même du concours dès l'origine. Alors, je vais vous proposer une première approche qui est celle du dossier national que chacun a dû recevoir il a été diffusé dans les établissements scolaires. Et donc, cette brochure qui est pilotée cette année par la Fondation de la France Libre et la Fondation Charles de Gaulle propose donc un plan qui met l'accent sur le thème avec une vision
qui donne la priorité à la dimension politique et militaire, avec aussi une part consacrée aux événements de la libération à proprement parler, peut-être moins importante que notamment ça a été le cas lorsque le thème a porté sur un sujet assez proche en 2014. Donc la brochure est articulée autour de trois grandes entrées: la libération en enjeux militaires et politiques, refaire la France, les projets des combattants pour l'après-guerre, et restaurer l'État dans une France à reconstruire, avec une ouverture en conclusion sur la mémoire. Alors, je vais essayer de proposer quelques approches dans un premier temps du thème, avant ensuite d'entrer dans une présentation un petit peu plus détaillée. Donc, il faut aborder le thème avec une définition large de la notion de libération. Donc, c'est à la fois un moment historique, donc ce qu'on appelle la libération avec un L majuscule, mais c'est aussi, et c'est l'esprit de la première partie du dossier national, c'est un processus à la fois militaire et politique, et donc qui peut être, lui, plutôt décliné au pluriel, puisque selon les territoires, selon les habitants, selon les circonstances, on aura des processus de libération qui pourront varier de façon parfois importante. C'est aussi une définition assez large de la notion de refondation, puisque c'est à la fois la remise en état de l'existant, donc là c'est plus l'idée de reconstruction, remettre en état ce qui a pu être détruit ou dégradé, et puis c'est la transformation ou la disparition de ce qui est considéré comme ne devant plus être, ou ce qui peut être considéré comme inacceptable, c'est l'objet de toutes les réformes. Et donc on reviendra dans la dernière partie sur ce point particulier. Donc avec toujours cette idée d'associer à la fois les objectifs et les moyens. Alors, ce thème, c'est aussi des limites chronologiques dont il faut tenir compte lorsqu'on est amené à travailler avec des élèves, afin de les accompagner et d'éviter d'éventuelles dérives qui seront forcément sanctionnées par les jurys, qu'ils soient départementaux, académiques ou nationaux. Donc, c'est aborder la libération dans ses objectifs immédiats, donc avec la volonté déjà de libérer le territoire, et puis, on est invité en cela par l'intitulé du thème, c'est de voir les objectifs plus lointains après la victoire et la nécessité, selon ceux qui pensent l'après-guerre, donc de réformer. Donc on est à la fois sur un thème qui est assez proche de celui de 2014, si ce n'est que le champ chronologique est un peu plus large, puisque les bornes qui sont proposées pour cette année, c'est de 1943 à 1945, donc globalement la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la volonté aussi de s'inscrire dans le processus commémoratif. Alors, avec un petit souci, c'est que le thème de la libération qui porte pour le concours de la session 2024-2025 va pouvoir s'appuyer sur une commémoration, mais qui aura déjà eu lieu quand les travaux seront proposés. Mais malgré tout, l'ouverture sur 1945 invite quand même à s'inscrire plus globalement sur ce 80e anniversaire de la libération et de la victoire. Alors, il y a aussi des limites géographiques. C'est un thème qui invite plutôt à aborder la question depuis la France, mais forcément avec la nécessité d'aller regarder plus loin, au-delà des frontières, notamment en Europe de l'Ouest, voire même peut-être un peu au-delà. D'une part parce que ça correspond aussi aux opérations militaires qui sont en cours dans le champ chronologique et qui vont concerner les forces françaises. Et d'autre part parce qu'un certain nombre de Français qui sont impliqués par cette question de la libération peuvent être en France pour certains, mais peuvent être retenus hors de France et donc avoir une libération qui va être décalée dans le temps par rapport à ceux qui se trouvent sur le territoire français. Et puis, si on s'en tient à ce qu'est la France ou ce qu'on considère comme les territoires français à ce moment, on peut même aller beaucoup plus loin et aborder éventuellement la question de l'Asie du Sud-Est avec l'Indochine. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent retenir notre attention. D'une part, il faut aborder la libération en tenant compte des conditions qui l'ont permise. Donc ça, c'est un point important qu'il faudra forcément prendre en compte. On est dans un contexte particulier. Et puis, c'est aussi aborder la refondation de la France dans ses prémices et sans s'étendre dans ses développements, parce qu'on est contraint par le champ chronologique. Le thème invite à s'arrêter en 1945. Or, quand on parle des réformes ou de la refondation de la France au sens large, les effets et les actions, même parfois, ne commencent ou ne se font sentir que au-delà de 1945. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire si on s'en tient au thème?
C'est ne traiter que la libération de la France ou que la refondation de la France. Dans l'absolu, on peut choisir un des thèmes. On peut aussi suivre un parcours individuel ou collectif qui témoigne des enjeux de cette période de 1943-1945. Mais on a quand même malgré tout quelques écueils à éviter. Ne prendre le thème que que par un aspect trop particulier, notamment si on suit un parcours individuel. Ce parcours individuel, il faut quand même veiller à ce qu'il s'inscrive de façon assez large dans le thème, qu'il n'aborde pas ce qui est proposé de façon trop ponctuelle ou trop précise. Euh, Aussi ne pas évoquer l'une et l'autre sans malgré tout aborder l'autre partie. Si on s'intéresse plus à la libération, essayer quand même de se projeter d'une manière ou d'une autre, même de façon plus réduite, peut-être pour une conclusion sur la refondation, ou si on insiste sur la refondation, essayer quand même de rappeler le contexte de ce qu'a été la libération au minimum en introduction. Par ailleurs, une autre précaution, mais que chaque enseignant en histoire connaît, c'est de veiller à ce que tous les témoignages soient quand même validés par une documentation historique qui vienne en appui et qui éventuellement corrige certaines approximations ou certains oublis. Et puis, là aussi, peut-être une mise en garde. Quand on parle de la libération, on peut aussi être tenté d'aborder des aspects sombres. Il y en a bien évidemment, mais toujours veiller à les replacer dans leur contexte, être vraiment dans un travail d'explication et ne pas non plus, comme ça peut être le cas pour un parcours individuel, considérer qu'une situation très particulière puisse être généralisée de manière excessive. Donc, je vais vous proposer quelques pistes pour préparer le thème 2025 avec voilà, une proposition bibliographique assez rapide, des ouvrages qui peuvent être assez anciens parce que la question de la libération elle est quand même travaillée par les historiens depuis longtemps. Et à l'occasion des différents anniversaires, 60e, 70e anniversaire, pas mal de publications ont pu être produites. Donc voilà, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous intéresser à l'ouvrage d'André Caspi. Cet atlas aussi paru aux éditions Autrement, qui donne une synthèse assez intéressante par l'intermédiaire de la cartographie, notamment sur les opérations militaires, mais pas seulement. Vous avez également un ouvrage peut-être moins connu, mais que j'aime beaucoup par le ton et par l'angle un peu particulier qu'il adopte. Donc c'est un ouvrage un peu ancien de Fred Kupferman, donc Les premiers beaux jours. Donc un ouvrage très agréable à lire par ailleurs, et puis voilà, qui permet aussi de voir cette période de façon un petit peu différente d'un ouvrage historique plus classique. Mais voilà, je pense que si vous avez l'occasion de le retrouver, il est disponible sur Internet pour toutes les librairies qui proposent des ouvrages épuisés. Et puis vous avez cet ouvrage de référence, toujours intéressant à consulter et extrêmement précieux. La France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Atlas historique qui non seulement a une cartographie extrêmement abondante, mais également soutenue par de très nombreux graphiques et puis par un texte explicatif très riche également. Et puis le 80e anniversaire de la Libération a donné lieu à énormément de publications. Voilà, je vous en propose deux par exemple, mais beaucoup d'autres ont pu être produites et notamment au niveau local. Alors, je vous propose de travailler autour de trois thèmes, en fait, préparer, libérer, refonder, parce que le travail avec les élèves, il va plus ou moins s'articuler autour de ces trois thèmes, soit en balayant l'ensemble des trois, soit en se focalisant peut-être sur l'un ou sur l'autre, avec, comme je vous l'ai indiqué, la prudence qui consiste quand même à essayer d'aborder au moins d'une manière ou d'une autre les autres points si un d'entre eux a été, ou un ou deux d'entre eux ont été privilégiés. Alors pour le thème préparé, là aussi, voilà, sans rentrer dans l'histoire depuis le début de l'occupation en 1940, il est toujours fructueux quand même de se reporter sur ces deux ouvrages, l'histoire de la résistance d'Olivier Vivorca, et puis la lutte clandestine en France, un ouvrage de collectif, mais les deux apportant un regard un peu différent, mais intéressant sur la résistance en France. Mais bien évidemment, la résistance en France, c'est qu'une partie de la résistance, puisqu'on a aussi, bien évidemment, la France libre à l'extérieur. Et donc là, vous avez deux publications, voilà, une somme qui est une référence aujourd'hui encore, celle de Jean-Luc Rémieux-Briac, et puis là encore, cet atlas aux éditions Autrement, qui est aussi d'une lecture toujours intéressante. Alors, je vous propose pour ce premier thème
plusieurs entrées, donc je vais essayer de dérouler le plus clairement possible et en essayant de m'appuyer sur des documents. La première phase, donc le premier élément, c'est la mise en place d'un État et d'une administration provisoire. Alors, sans revenir trop loin, puisque encore une fois, le thème invite quand même à revenir à l'année 1943. Donc, c'est rappeler que la période qui nous intéresse, elle va être en partie déterminée par le débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942, qui va permettre donc aux Alliés de reprendre, de prendre au pied donc en Afrique du Nord, mais également de faire que la résistance extérieure, qui était limitée à l'Angleterre dans un premier temps, puisse prendre pied sur un territoire français, hein, si on prend les critères de l'époque. Mais cette photographie de la conférence de Casablanca rappelle que le contexte est un petit peu particulier, puisqu'on a deux autorités qui sont en place, deux autorités françaises. Je passe assez vite sur les événements entre le débarquement lui-même et la conférence, puisqu'on a deux généraux, le général Giraud qui est à gauche et le général de Gaulle que chacun reconnaît au milieu, donc qui incarnent chacun à leur manière la représentation française et clairement les Alliés, et en particulier les Américains, jouent plutôt la carte du général de Giraud. Donc le général de Gaulle va devoir pendant plusieurs mois essayer de se, non pas se débarrasser, mais d'écarter, d'isoler, de neutraliser le général Giraud pour pouvoir imposer son autorité, et notamment aux côtés des Alliés qui sont un peu trop contents de disposer d'un autre général pour peut-être ne pas s'encombrer du général de Gaulle qui, à force de vouloir incarner la France, finit par prendre beaucoup de place et peut-être que les alliés américains et britanniques sont contents d'avoir un autre général plus facile à gérer. Le résultat de ces actions, c'est la mise en place donc, du Comité français de la libération nationale, donc une entité plus constituée qui commence à ressembler davantage à un gouvernement provisoire. Et ce Comité français de la libération nationale va être progressivement pris en main par le général de Gaulle, mais quand il est constitué, comme le montre bien le franc-tireur journal clandestin qui lui paraît en France, c'est encore un comité à deux têtes, puisque De Gaulle et Giraud sont encore mis en parallèle, mais très rapidement, De Gaulle va réussir à, à faire que le général Giraud va d'abord s'occuper des questions militaires, et puis progressivement, le général de Gaulle, à la fois, investira pleinement la direction politique, mais aura aussi un regard et une autorité de plus en plus importante dans le domaine militaire. La deuxième étape pour aller assez vite, c'est la constitution du gouvernement provisoire de la République française, donc en juin 1944. Donc là, une entité qui prend le nom de gouvernement provisoire et qui surtout affirme clairement son attachement à la République. Alors, le général de Gaulle avait déjà manifesté cet attachement pour rassurer les mouvements de résistance dans une déclaration au printemps 1942, où il avait bien affirmé que non seulement il était un général qui voudrait rétablir la République lorsque la libération de la France serait effective, mais aussi un général qui, s'il il était amené à diriger la France au moment de la libération, restaurerait la démocratie. Donc, l'idée d'un gouvernement provisoire de la République française est tout à fait dans cette continuité. Et ce gouvernement provisoire de la République française s'appuie aussi sur une représentation qui n'est pas une représentation du peuple français, mais une représentation des forces qui luttent pour la libération de la France. Et donc cette assemblée consultative provisoire, en juin 1944, comme le montre la photo, elle s'inscrit bien dans un processus de rétablissement de la République, ce qui est illustré par le buste de Marianne qui domine la tribune et les lettres RF au-dessus du général de Gaulle qui intervient le 18 juin 1944. Donc, où on voit bien qu'à ce moment, il continue à construire, on va dire, sa légende avec une intervention le 18 juin, en rappelant bien que s'il est à la tête du gouvernement provisoire de la République française, il le doit aussi au fait qu'il a été l'homme du 18 juin. Alors, aussi bien le CFLN que le GPRF
mène une action qui se projette sur la libération, avec notamment en janvier 1944 une ordonnance qui met en place, alors de façon très théorique, mais qui va se traduire par l'envoi d'hommes sur le terrain, la mise en place des cadres qui seront amenés à prendre le relais au fur et à mesure de la libération de la France, et notamment avec la définition de territoires qui seront, de régions qui seront sous la direction de commissaires régionaux de la République française. Et donc, pour l'instant, on institue par cette ordonnance le cadre juridique, mais il s'agira ensuite de pouvoir déterminer quels seront les hommes qui prendront effectivement en charge ces fonctions pour faire vivre la République au fur et à mesure de la libération du territoire. Et en parallèle avec ce processus juridique, il y a aussi une réflexion qui est menée en parallèle sur à la fois ce qui devra être fait pour arriver à la libération, mais aussi ce qui devra être fait une fois la libération obtenue. Et c'est l'objet de ce qui va d'abord être appelé le comité général d'études, donc qui va commencer à réfléchir à ces questions dans la clandestinité en France. Comité général d'études qui va devenir le comité national d'études, qui va faire paraître les cahiers politiques donc dans la clandestinité, mais ces cahiers politiques vont être amenés aussi à arriver jusqu'à Alger et donc à aussi influencer à la fois la réflexion de l'Assemblée consultative provisoire, mais aussi du gouvernement provisoire de la République française. Donc voilà, on est dans un processus à la fois de préparation d'une libération sur le plan politique, mais bien évidemment, si on veut une libération, il faut aussi qu'elle ait une dimension militaire. Et c'est le deuxième enjeu de cette période de préparation, c'est redonner sa place à l'armée française dans le processus de libération, et donc de créer une nouvelle armée. Alors cette nouvelle armée, elle va pouvoir plus facilement être créée avec le débarquement en Afrique du Nord, puisque le général de Gaulle a appelé, c'est même l'objet même de l'appel du 18 juin, aux Français qui le peuvent à se regrouper autour de lui et donc à constituer ce qui va devenir les forces françaises libres. Mais avec le débarquement en Afrique du Nord, l'armée d'Afrique qui est sur place va être disponible aussi pour reconstituer les bases d'une armée française qui pourra combattre aux côtés des Alliés. Et l'une difficulté d'ailleurs sera de pouvoir fusionner l'armée d'Afrique qui, on va dire, a plutôt manifesté une certaine fidélité à Pétain et les forces françaises libres qui, elles, bien évidemment, sont fidèles au général de Gaulle et il va falloir essayer de fusionner les deux. Cet aspect-là n'est pas forcément perceptible en France. En tout cas, le journal Défense de la France, journal Le Clandestin, en septembre 1943, publie quelques photos justement montrant la réalité de cette armée qui est en train d'être constituée. Alors, petite parenthèse, on voit le niveau de développement d'un certain nombre de mouvements de résistance à ce moment-là, puisque que Défense de la France, c'est vraiment un mouvement qui s'est construit autour d'un journal et qui s'est doté de moyens techniques lui permettant de réaliser une publication dans la clandestinité assez spectaculaire, puisque on est même en mesure de publier des photos de bonne qualité dans cette édition. Alors cette armée, il ne s'agit pas seulement qu'elle existe en nombre de soldats, mais il faut aussi qu'elle soit armée. Et là, on va bien évidemment solliciter l'allié américain qui va doter l'armée française en matériel. Cette brochure de propagande réarmée ne manque pas d'illustrer l'aide américaine qui va être apportée. Donc on voit le matériel et les instructeurs qui apprennent aux soldats français comment les utiliser. Les détails de ces images sont assez intéressants puisqu'on a à la fois des soldats équipés à l'américaine qui sont des Américains, mais qui peuvent être aussi des soldats français qui vont combattre sous uniforme américain, mais on a le souci de montrer aussi des soldats qui conservent les uniformes traditionnels de l'armée française, afin de bien montrer qu'il n'y a pas une américanisation de l'armée, mais bien une volonté d'équiper une nouvelle armée française qui combattra en tant que telle. Cette armée, d'ailleurs, va s'illustrer de façon plutôt convaincante. Alors, les documents de propagande qui sont envoyés sur la France par l'ARF ou par l'US Air Force vont le montrer, puisque l'Amérique en guerre, donc cette publication qui est diffusée en France par l'aviation américaine, montre l'implication des troupes françaises, et des troupes françaises qui sont pour l'essentiel des troupes issues donc des territoires
coloniaux. Pour les troupes d'Afrique du Nord, il y a beaucoup d'Européens que d'Afrique du Nord, mais il y a aussi beaucoup de Maghrébins, d'Algériens, de Tunisiens qui vont combattre dans cette armée. Et ces soldats vont montrer leur valeur, notamment en Italie, puisque après le débarquement en Afrique du Nord, les Alliés vont débarquer en Sicile puis en Italie, et les troupes françaises vont montrer toute leur efficacité, notamment pour percer la ligne de front et ouvrir la route sur Rome. Donc une armée française s'est constituée, une armée française qui existe et qui commence à faire ses preuves, et donc avec la perspective que la libération du territoire pourra s'appuyer en partie au moins sur l'implication d'une armée française. Alors cette préparation de la libération, elle se fait aussi par la montée en puissance de la résistance intérieure. Alors là aussi, il ne s'agit pas de refaire l'histoire de la résistance, que vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver dans les ouvrages que je vous ai indiqués. C'est simplement rappeler qu'on est dans un processus d'unification compliqué, d'où l'action de Jean Moulin, qui, envoyé par le général de Gaulle, va regrouper avec quelques difficultés les mouvements de résistance de zone sud. Alors non pas que l'idée d'unification soit rejetée en tant que telle, mais c'est que voilà, les intérêts des uns et des autres ne convergent pas forcément, qu'il y a aussi une interrogation sur qui va contrôler et quelle marge de manœuvre existera toujours. Que le général de Gaulle soit reconnu comme chef, pourquoi pas, mais dans la mesure où on laisse quand même une certaine liberté de décision à des hommes et des femmes qui, depuis 1940, ont pu résister de leur côté et qui n'ont pas forcément entendu ni attendu l'appel du général de Gaulle pour se mettre en action. Donc cette période, malgré tout, vise à l'unité progressivement, d'abord en zone sud et puis progressivement en zone nord, mais c'est aussi une résistance qui s'étoffe, et notamment à partir de 1943, avec la mise en place du STO, qui va notamment contribuer à grossir les maquis, ce qui ne va pas d'ailleurs forcément toujours être facile à gérer par les organisations de résistance qui avaient pu constituer des petits maquis qui vont très rapidement grossir par l'afflux de jeunes pas forcément formés. Donc voilà, c'est une période aussi un peu de transition et pas forcément très simple. Et puis c'est aussi une période qui voit la montée en puissance de la résistance parce que on est aussi dans un moment où, après le débarquement d'Afrique du Nord et les débarquements en Italie, la perspective de la libération semble plus probable, semble plus proche, et donc ça peut aussi inciter certains qui avaient pu être hésitants jusque-là à passer à l'action avec l'idée que ça pourra peut-être accélérer cette libération tant attendue. Cette formation des maquis, elle montre à la fois la montée en puissance de la résistance, mais elle bute sur un problème majeur qui est le manque d'armement. On a souvent beaucoup plus d'hommes qu'on a de fusils, de revolvers ou d'autres armes à distribuer. Et donc, en Angleterre, l'une des priorités de ceux qui y sont, et notamment ici Fernand Grenier, qui va donc représenter le Parti communiste auprès du général de Gaulle, va publier un livre, enfin une brochure, dans lequel il va essayer, puisqu'elle est en anglais, de faire comprendre au public britannique et aux décideurs britanniques ce qu'est la résistance, ce que sont les maquis, ce que sont les francs-tireurs, organisation particulièrement liée au Parti communiste, et afin de pouvoir obtenir ce que toutes les forces de la résistance attendent, des parachutages pour avoir du matériel et pour pouvoir être efficaces, et les Alliés se montrant assez réservés puisque ils s'interrogent aussi sur l'efficacité réelle de ces forces et sur l'utilisation qui pourrait être faite de ces armes. Malgré tout, à la fin 1943, l'esprit des Alliés évolue et l'idée de parachuter des armes finit par s'imposer et sera beaucoup plus efficace à partir du printemps 1944. Alors cette période de la résistance, cette période d'unité, elle va bien sûr aboutir à la formation du Conseil national de la résistance, donc qui va regrouper à la fois les principaux mouvements de la résistance de zone sud et de zone nord, même si toutes les forces n'y sont pas. Défense de la France, par exemple, dont je vous présentais le journal il y a quelques instants, n'est pas membre du Conseil national de la résistance. Ce sont aussi des partis politiques, ce qui va d'ailleurs faire débat au sein des représentants des mouvements de
de résistance, ce sont des représentants des syndicats aussi, avec l'idée que l'on ait une représentation finalement des forces qui peuvent s'opposer à la fois à l'occupation et à la collaboration, qui soient en mesure de pouvoir coordonner l'action de la résistance et de pouvoir faire le lien avec les Français qui luttent depuis l'extérieur, avec la reconnaissance du général de Gaulle comme chef de la résistance. Et bien évidemment, c'est ce que illustre le document que vous avez sous les yeux, ce Conseil de la résistance va émettre au printemps 1944 un document de synthèse, ce résultat d'une réflexion importante avec des échanges d'un petit collectif, parce qu'il est très difficile de pouvoir réunir l'ensemble des membres du Conseil de la Résistance comme ça a été fait le 27 mai 1943. C'est la seule fois où on a réuni tous les membres parce que la prise de risque était quand même énorme. Et donc, quelques éléments, quelques représentants du CNR vont échanger, discuter pour élaborer ce qui va être le programme d'action de la résistance, qui est connu aujourd'hui sous le nom Les Jours Heureux, titre que lui a donné Libération Sud lorsque ce mouvement a diffusé le texte de ce programme. Alors ce programme est intéressant parce que il est articulé en deux points. Un premier point qui est, et c'est assez logique, comment s'organiser pour pouvoir arriver à la libération du territoire. Et puis le deuxième point qui est quand même très intéressant quand on voit que la libération est quand même loin d'être acquise, même si on est au printemps 1944 et que les espoirs sont assez grands que la libération arrive vite, on se projette sur ce que doit être la France libérée. Alors cette réflexion, elle aboutit au au mois de juin 1944, on va dire à la fin du printemps, début de l'été 1944, à la réalisation de ce document, qui est un document qui vise à expliquer au public américain ce qu'est la résistance française à ce moment. Alors c'est un document très très théorique, mais malgré tout qui n'est pas si loin de la réalité. Donc qui rappelle qu'il y a deux capitales. Il y a à la fois toujours une présence française à l'extérieur à Londres et une autre à Alger, qu'il y a un gouvernement provisoire de la République française, qu'il y ait une représentation en France occupée donc représentée par cette France couverte d'une croix gammée d'un Conseil national de la résistance, avec une résistance civile qui essaye voilà, de réfléchir et de préparer ce que pourra être la France libérée, et puis une résistance militaire, alors qui est focalisée là sur les maquis et sur les forces françaises de l'intérieur. On ne parle pas des forces militaires qui interviennent aux côtés des Alliés, puisqu'ici, on se focalise sur la situation de la France clandestine. Donc voilà, à la fois une vision très idéalisée, mais en même temps pas si éloignée de la réalité, avec comme objectif, incarné par la Tour Eiffel surmontée du drapeau tricolore frappé de la Croix de Lorraine, de refaire de Paris la capitale d'une France libérée. Alors cette volonté de préparer, elle bute aussi sur l'intensification de la répression. Puisqu'on est dans une période où à la fois la résistance monte en puissance, mais où les coups qui lui sont portés sont extrêmement durs. On peut prendre deux exemples. Le Conseil national de la résistance s'est à peine réuni que déjà son chef et une partie de ses représentants vont être arrêtés à Caluire, donc près de Lyon, le 21 juin 1943, et le chef de l'armée secrète, celui qui, voilà, on va dire la branche armée de cette résistance unie, est lui-même arrêté au tout début juin 1943. Donc, des coups très durs frappent la tête, sans forcément d'ailleurs que ceux qui se sont arrêtés soient clairement identifiés par les Allemands. Mais cette répression, elle frappe aussi bien d'autres membres de la résistance, éminents ou plus anonymes et tout aussi importants. Et c'est aussi l'occasion de rappeler la complicité des forces de l'État français dans cette traque des résistants, avec cette fiche de police qui donne voilà, les visages de quelques-uns de ces résistants qui sont recherchés, qui ont pu à un moment être donc interceptés par la police française, photographiés et
avec ces photos qui permettent de pouvoir identifier plus facilement ces personnes si jamais des policiers les recroisent. Donc une répression de plus en plus dure. Bien évidemment, la complicité de la police française rend l'action de la police allemande encore plus efficace, et beaucoup de ceux qui sont arrêtés par la police française vont être livrés entre les mains de la police allemande. Et puis donc, bien évidemment, on ne peut pas oublier cette année de parler de la fiche rouge et voilà, de ces résistants qui vont incarner une partie de la résistance en France. Donc ces étrangers qui sont, et pas seulement d'ailleurs, puisque dans le groupe Manouchian, il n'y a pas que des étrangers, mais voilà, c'est qui incarne aussi en quoi cette résistance a été diverse et en quoi cette résistance a été très durement frappée. Autre exemple qui montre aussi que les méthodes sont de plus en plus brutales. On ne s'embarrasse plus de jugements. Les ordres qui sont donnés sont de plus en plus clairs. Il faut éliminer tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent représenter des dangers pour les forces allemandes. Et donc ici, on a des exemples de maquisards de Côte d'Or qui vont être exécutés quelques minutes après que cette photo a été prise. Cette préparation, elle se fait dans un contexte aussi de peur et à la fois d'espoir. D'espoir parce qu'on a toujours la perspective que la libération ne va pas tarder. On attend ce débarquement dont tout le monde parle, qu'on espère en 1943 et que l'on attend au printemps 1944. Mais c'est un contexte extrêmement dur. Voilà, on peut rappeler, et je pense que c'est important aussi pour les élèves, de leur dire que cette libération, elle se fait dans un contexte où la situation matérielle des Français est de plus en plus difficile. Donc là, je vous renvoie aussi l'ouvrage un peu ancien de Dominique Veillon, mais qui fait une synthèse à la fois sur ce qu'ont été les conditions de vie durant la période de la guerre et comment elles se sont prolongées aussi quelques années après. Et puis, bien évidemment, toutes ces images que l'on peut retrouver ou ces documents qui peuvent aussi permettre une approche locale de cette question, comme les cartes d'alimentation ou les documents dans les différentes archives municipales qui peuvent évoquer aussi toutes les mesures qui sont prises pour venir en aide aux populations qui souffrent des pénuries et des réquisitions diverses. C'est aussi, bien évidemment, et je pense que le département de Loire-Atlantique est particulièrement concerné, c'est aussi l'intensification des bombardements. Donc là, vous avez l'ouvrage, un des ouvrages parmi d'autres qui ont pu être faits sur cette question, donc les Français sous les bombardiers. Et puis bon, cette affiche qui est assez explicite sur la manière dont on essaye de retourner l'opinion. Sur une autre affiche, on va qualifier les alliés de libérateurs. Sous-entendu, voilà, ces bombardements qui sont censés participer à la libération de la France font en fait des destructions et des victimes. Et donc, pour ce qui est de la Loire-Atlantique, on a et donc là, je pense que ça a dû être repris dans le livret qui vous était présenté juste avant mon intervention. Donc, vous pouvez retrouver aussi sur le site des archives départementales de Loire-Atlantique un dossier de documentaire extrêmement riche sur les bombardements en Loire-Inférieure, d'où est extraite cette photo que je trouve particulièrement forte. Voilà, pour restituer ce que pouvait être la sensation de ces brasiers en pleine nuit lors des bombardements. Et bien évidemment, l'État français ne manque pas d'utiliser ces bombardements là aussi comme contre-propagande visant à dénigrer les Alliés. Et donc là, vous avez une publication qui insiste notamment sur les bombardements qui ont frappé Nantes en septembre 1943. Cette période est aussi très incertaine parce que c'est aussi une période où se multiplient les déportations de répression avec des convois de plus en plus massifs et de plus en plus nombreux qui sont envoyés vers les principaux camps de concentration, mais aussi des convois plus petits vers les prisons du Reich ou vers le camp de Natzwiller. Et là, je vous renvoie au travail qui a été fait par les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation de Loire-Atlantique qui ont mis en ligne un mémorial virtuel qui peut être accessible depuis le site des archives départementales de Loire-Atlantique. Et bien évidemment, mais malheureusement, c'est aussi la déportation d'extermination qui continue. Donc si le livre de Thomas Fontaine qui était présenté juste avant permet de faire un point sur les déportations générales et plus spécifiquement les déportations de répression, je vous renvoie aussi aux différents ouvrages qui ont pu être faits sur les politiques mises en œuvre par les nazis de déportation des Juifs d'Europe de façon générale et de France en particulier. Et là aussi, je vous renvoie vers le mémorial qui peut permettre aussi de trouver des parcours individuels liés à la commune dans laquelle se trouve votre établissement et vos élèves.
Alors, deuxième thème, libéré. Eh bien, alors je vais non pas faire une énumération de chaque territoire, mais en focalisant quand même sur deux aspects, l'un plus particulièrement la région parisienne comme même un cas particulier, et puis essayer de faire un focus malgré tout sur le territoire concerné par cette intervention. C'est d'une part rappeler l'importance du débarquement de Normandie. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est une carte qui est une publication des services de propagande américains à destination des Français et qui montre donc les deux débarquements. Donc c'est une publication qui s'est faite bien sûr après que les deux débarquements ont eu lieu. Et ce qui est intéressant sur ce document, c'est qu'on voit bien à la fois l'importance stratégique de ce double débarquement au nord et au sud, mais également, ce qui est intéressant à signaler, c'est que les Américains ne manquent pas de rappeler l'importance de l'intervention des maquis pour la libération du territoire. Et donc toutes les zones en hachure correspondent aux zones où l'intervention des forces françaises de l'intérieur ont facilité ou accéléré ou permis la libération du territoire français. Alors c'est peut-être aussi une manière de faire que les Français soient bien disposés à l'égard des troupes américaines, mais malgré tout, ça rebondit un peu sur les propos que d'Eisenhower, rappelant que l'intervention de la résistance française a été l'équivalent de plusieurs dizaines de divisions qui ont facilité la libération du territoire national. Alors là aussi, des ouvrages, il y en a de nombreux publiés ces derniers temps. Donc je vous renvoie là encore à un ouvrage d'Olivier Vievorka, Histoire du débarquement en Normandie. Et puis cette autre approche un peu particulière, Histoire du débarquement, voilà, qui apporte un angle un petit peu différent. Mais voilà, vous avez énormément de publications. Ce débarquement a été annoncé, déjà parce qu'il était attendu, mais aussi pour mettre en garde les populations sur les conséquences, parce que le débarquement, et là aussi, il faut le rappeler aux élèves, c'est-à-dire le débarquement, c'est le retour de la guerre. Alors les bombardements, c'est déjà le retour de la guerre sans forcément que les troupes alliées soient là, mais une fois que les troupes ont débarqué, les combats vont s'intensifier, les bombardements vont se multiplier, et donc c'est aussi une mise en garde de la population. Donc je passe très rapidement, la bataille de Normandie est très difficile, les pertes sont très importantes, les Allemands s'accrochent, ils ont bien compris qu'il faut absolument repousser la tête de pont, mais sans qu'ils puissent y parvenir. Et donc, progressivement, les Alliés prennent le dessus. Et finalement, la bataille de Normandie s'achève par les percées qui permettent aux armées alliées à la fois de pousser vers le nord pour les Britanniques, vers l'ouest et la Bretagne pour les troupes américaines, et ensuite vers l'est, et ce qui amènera à la libération de Paris. Deuxième débarquement, donc là aussi, si vous choisissez de parler de la Provence, peut-être que vous avez le regard porté au-delà de la Loire-Atlantique. Vous avez aussi cet ouvrage de Claire Miot qui est une synthèse récente sur le débarquement. Donc un débarquement qui stratégiquement est important, hein, comme je vous l'ai montré au travers de cette carte produite par les services de propagande américains, donc qui va contribuer à accélérer la libération puisque bien évidemment, les troupes allemandes vont recevoir dans les jours qui suivent le débarquement en Provence l'ordre de se replier parce qu'on a bien compris que le risque, c'est que les troupes qui se trouvent dans le centre et dans le sud-ouest soient coincées par la jonction que les troupes débarquées du sud et celles débarquées au nord pourraient faire. Et donc, ça va contribuer à accélérer la libération au point que les plans alliés sont dépassés. Toutes les dates de libération à partir du débarquement en Provence sont beaucoup plus précoces que ce qui était prévu. Donc, on a donc une progression extrêmement rapide en direction du nord qui va aboutir symboliquement le 12 septembre 1944 à la jonction en Bourgogne d'éléments de la deuxième DB qui a débarqué depuis la Normandie et d'éléments de la première DFL, la première division française libre, qui elle vient de Provence. Donc deux unités qui ont été constituées par ceux qui se sont ralliés à De Gaulle et qui ont participé au débarquement sans avoir débarqué forcément les premiers jours, mais qui se retrouvent et donc qui manifestent à la fois la jonction des forces venant du sud et du nord, mais il se trouve en plus que ce sont des forces françaises, donc toute la symbolique de cette jonction qui est donc rappelée sur cette carte. Alors, énormément de photos sont prises et je pense que vous pourrez, dans les différentes communes où vous exercez, trouver des éléments sur lesquels vous
pourrez vous appuyer et faire parler vos élèves. Donc on a voilà des choses extrêmement riches, comme avec, on peut demander aux élèves d'identifier quels sont les drapeaux et donc les libérateurs qui sont honorés par ces jeunes femmes qui portent des robes. Alors la photo en noir et blanc est une difficulté supplémentaire, mais voilà, ça peut être aussi un autre élément de la recherche de pouvoir identifier malgré tout les drapeaux. Vous avez aussi cette photo plus étonnante de maquis défilant dans Agen libéré, où on voit qu'au premier plan se trouvent des soldats noirs, puisque on a dans cette région des camps de prisonniers de troupes africaines qui ont été installés par les Allemands, donc qui n'ont pas voulu renvoyer, enfin envoyer en Allemagne dans les stalags et les oflags des troupes noires, alors surtout dans les stalags, parce qu'il y avait pas d'officiers. Et donc ces soldats se sont retrouvés en France, prisonniers, ont pu s'échapper et ont rejoint les maquis. Et donc ici, à Agen, on voit lors du défilé de la libération, ces soldats mis en avant. Et donc c'est aussi un élément qui peut permettre aussi de s'interroger sur ce qu'a été la résistance, sa composition et ce que sont les forces de la libération. Alors on peut trouver bien d'autres exemples. On peut citer la libération du Cher avec ici les troupes des maquis qui défilent pardon, dans la ville de Bourges libérée. Donc des photos comme ça, on en trouve dans toute la France, puisque les maquis ou les résistants de façon générale se sont engagés dès qu'ils l'ont pu pour accélérer la libération ou ont quand les Alliés n'étaient pas encore là, pu libérer parfois seuls certaines localités. Et bien évidemment, ils ont tenu à célébrer leur victoire et la foule n'a pas manqué de les honorer lors de ces défilés. Et puis dans le cas particulier du Cher, on voit aussi que cette libération n'est pas toujours très très simple, très fluide, puisque si Bourges est libéré, il se trouve qu'arrive du sud-ouest dans le département une colonne de près de 20 000 soldats qu'est la colonne Elser, qui remonte en direction du nord pour essayer de rejoindre les troupes allemandes et d'éviter d'être coincés. Ce qui malheureusement pour elle va se produire. Et donc finalement cette troupe va se rendre le 16 septembre 1944 à l'armée américaine, mais il va falloir signer une reddition officiellement. Mais les Américains enfin, vont accepter que cette troupe qui pourtant a signé sa reddition chemine en traversant tout le département pour finalement rejoindre le point où elle doit rendre les armes. Et donc vous imaginez ce qu'a pu être l'état d'esprit de cette population du Cher, officiellement libérée, mais voyant une troupe importante armée cheminer jusqu'au point où elle se rendra officiellement. Et on a des exemples autrement plus tragiques sur lesquels je vais revenir dans le cas de la région parisienne. Donc là aussi, je vais passer assez vite puisque c'est une histoire qui est très documentée depuis la période de la guerre. On peut aussi là réfléchir en termes de mémoire. Vous avez deux publications qui sont très distantes dans le temps, mais qui évoquent chacune la libération de Paris. Donc les deux couvertures ont été choisis pour, euh, pour des lieux qui sont très très proches l'un de l'autre. Vous avez bien évidemment des publications plus historiques avec un ouvrage sur la libération de Paris et une publication de l'histoire de cette année. Donc voilà, vous avez là encore un de ces exemples de ces nombreuses publications et une libération qui est à la fois une libération qui est symbolique, mais qui doit aussi être acquise par la force des armes. Donc, je ne veux pas refaire l'historique, une insurrection qui commence, un appel au soutien de forces militaires, la négociation avec les Américains, finalement la deuxième DB qui est envoyée sur Paris, avec en appui, ne pas l'oublier, la 4e division d'infanterie américaine, qui va donc permettre de libérer la capitale. Donc il y a une insurrection qui est lancée, et là on a un exemple où toutes les forces
qui existent vont se mettre en action ensemble. C'est à la fois la résistance intérieure, c'est le commandement FFI, c'est aussi la délégation générale qui représente le gouvernement provisoire, donc la direction extérieure, puisque le gouvernement est encore hors de France. C'est aussi bien évidemment les différentes composantes des organisations de résistance qui à la fois acceptent un commandement unique, mais qui ont chacune aussi leurs propres contraintes d'organisation. Ce sont les soldats français, les soldats américains. Donc tout le monde converge, essaye de s'entendre, essaye de se coordonner pour pouvoir aboutir à la libération de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, dans ce nouveau autre exemplaire de franc-tireur, on voit bien aussi qu'on est à la fois dans la logique de la libération, mais on est aussi dans la volonté de se débarrasser à la fois de l'occupant, du régime de Vichy et de rétablir la République, ce qui est symbolisé par le aux armes citoyen, donc ce rappel de la Marseillaise, et donc de cette volonté vraiment de ne pas oublier ce pourquoi on se bat et ce que l'on veut voir une fois les combats terminés. Donc rappeler aussi que la libération de Paris est une libération qui s'obtient par les armes. Il y a énormément de combats. Ces combats se prolongent en banlieue. Et quand je parlais de situations compliquées, on a des exemples qu'on a pu retrouver d'ailleurs en région aussi, de secteurs qui peuvent être libérés. La population croit que les Allemands sont partis, commence à faire la fête, et puis les Allemands reviennent et ça peut se terminer en drame. Donc c'est des situations qu'on a pu retrouver aussi dans différents endroits. Voilà, c'est aussi cette complexité qu'il faut avoir en tête. La libération a pu être une fête après, c'est ce qu'on voit lors de ce grand défilé qui a lieu le 26 août 1944, mais elle a pu être aussi, par de nombreux aspects dramatiques, il y a énormément de morts, et ce qui explique aussi tous ceux qui vont être honorés par des plaques, par des monuments, donc après la libération, parce que voilà, on sait que cette libération n'a pas été obtenue sans sang et sans larmes. Donc, si on reprend cette carte, eh bien, il faut quand même s'intéresser malgré tout à ce qui s'est passé dans l'Ouest, et en particulier en Loire-Atlantique. Donc je vous renvoie à ce hors-série de Ouest France que vous avez peut-être acquis. Vous, sur Presse Océan, sur le site de Presse Océan, vous avez aussi une chronique de la libération de Loire-Atlantique qui est assez intéressante en termes de commentaires et de documentation. Donc on retrouve les mêmes processus, hein, des maquis qui se constituent, qui vont être l'objet d'ailleurs d'actions très rapides des Allemands avant ou après le débarquement, afin de ne pas avoir des forces qui pourraient poser problème à l'arrière de leur ligne. Ce qui explique aussi pourquoi on va envoyer auprès notamment des maquisards de Saint-Marcel des parachutistes, des SAS pour leur apporter à la fois un soutien militaire et technique, pour pouvoir faire que ces troupes puissent tenir le choc, ce qu'elles arriveront difficilement à faire vu les moyens qui vont être mis en œuvre pour les neutraliser. Finalement, donc, l'ouest de la France va être libéré assez rapidement, puisque après la percée d'Avranches, Rennes va donc accueillir ses libérateurs, et Ouest France va publier son premier numéro le 7 août 1944 pour annoncer la libération que de Rennes, et celle de Nantes suivra peu après, le 12 août. Et là aussi, je renvoie sur le site des archives départementales de Loire-Atlantique qui propose là aussi un dossier extrêmement riche. Et puis j'ai choisi ce petit objet, cette petite cocarde ou cet ensemble de fleurs tricolores qui fait aussi partie des collections des archives de Loire-Atlantique. Alors cette libération ne se fait pas sans drame, au-delà de ceux que j'ai évoqués. Bien évidemment, on pense à Oradour-sur-Glane et au trajet terrible de la division d'Eichreich qui remonte vers le front de Normandie et qui a pour mission de neutraliser toutes les forces de la résistance qu'elle peut croiser sur son passage, et de semer la terreur pour que la population se désolidarise le plus possible de la résistance. Donc c'est une multiplication de drames qui, à l'échelle locale, sont des petits oradours. Dans le cas de Maillet, c'est plus qu'un un petit oradour, puisque c'est 124 personnes qui sont massacrées dans la région de Tours. Et puis c'est aussi des drames parce que les déportations continuent. Je fais référence ici, pour illustrer
permanence des déportations jusqu'au bout, l'extrait, enfin un photogramme issu du film Paris brûle-t-il, qui évoque le convoi du 15 août 1944, donc ce dernier convoi qui part de Paris et qui est reconstitué ici sur les lieux mêmes et qui va emmener à la fois des hommes et des femmes vers Buchenwald et Ravensbrück. Et puis, si on a aussi un ancrage local, rappeler les morts du maquis de Safré, donc qui va être l'objet d'une attaque violente, puisque des maquisards se sont regroupés dans la forêt de Safré. Les Allemands sont au courant, envoient des forces importantes. Certains des maquisards vont quasiment se sacrifier pour permettre aux autres de pouvoir s'extraire et rester sauf. Et le bilan est terrible à la fois par les tués lors des combats, par les fusillés qui vont être exécutés quasiment de manière sommaire avec des procès qui n'en sont pas, et puis des déportés qui vont être très nombreux. Et on peut y rajouter ceux qui ont pu s'échapper, mais qui vont reprendre le combat pour libérer la France ou pour continuer la lutte jusqu'à la victoire et qui vont mourir. Donc là, je vous renvoie vers le site Le Maquis de Safré, qui là aussi apporte énormément de documents et ce qui me permet de faire le lien aussi avec un élément qui peut servir de point de départ, ou ça peut être un point d'arrivée. En tout cas, ça peut être un élément sur lequel construire tout un parcours avec les élèves. C'est le maquis, mais à la fois le monument lui-même avec la compréhension de voilà comment il est construit, quels sont les noms qui y figurent, mais également les ruines du village martyr-Débré, qui, à l'image d'Oradour, de façon plus modeste, rappelle le massacre, la destruction qui a eu lieu à ce moment-là. Alors bien sûr, quand on parle des drames de la libération, on évoque aussi la question notamment de détentes, que de femmes. Donc là, je vous renvoie vraiment au travail de Fabrice Virgili, parce que voilà, on a la volonté d'aborder tous les aspects de la libération, y compris de les plus sombres. Rappeler malgré tout que cette violence, elle s'exerce souvent aussi contre des personnes à qui on peut reprocher un certain nombre de choses. C'est au même titre que ce qu'on a appelé l'épuration sauvage. À la fois, ce sont des méthodes qui sont condamnables de façon tout à fait évidente, ne pas non plus considérer que ces violences s'exercent de façon tout à fait aléatoire. Il y a quand même l'identification d'un certain nombre de personnes dont la compromission est allée très loin. Lorsque des miliciens sont jugés et exécutés sommairement, on a malheureusement les preuves évidentes des crimes qu'ils ont pu commettre. Donc voilà, toujours essayer d'aborder ces histoires avec beaucoup de précautions, en étant vraiment sûr des circonstances et des personnes qui sont concernées. Et donc, je renvoie vraiment à la lecture de ce livre qui permet d'avoir tous les éléments de compréhension. Et puis, quand on parle des drames aussi, c'est bien évidemment la prolongation de ces bombardements qui touche la France jusqu'à la fin de la libération du territoire. Le front se déplace. Alors, heureusement, il se déplace finalement vite, ce qui évite que la guerre s'installe sur certaines régions et se transforme en destruction massive. Mais malgré tout, si on prend l'exemple à la fois de la Normandie et des poches de résistance allemande depuis la mer du Nord jusqu'à l'Atlantique, eh bien, les bombardements vont être extrêmement importants et être très destructeurs. Alors, pour conclure rapidement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, le troisième thème, c'est refonder. Alors, refonder, c'est d'abord rétablir l'État républicain. C'est ce que veut faire De Gaulle dès qu'il arrive en Normandie. Quand il met le pied en Normandie, il ne manque pas voilà, de réaffirmer que dès un espace du sol français est libéré, de fait, l'autorité du gouvernement provisoire de la République française s'installe. C'est une manière aussi de lutter contre la tentation des Alliés de vouloir mettre en place une administration militaire qui va être incarnée par ces billets qui vont être fabriqués et qui vont commencer à être diffusés. Mais voilà, ça va tout de suite être contré, même si on a un joli drapeau tricolore sur ces billets. Ils sont quand même le symbole d'une perte d'indépendance de la France, donc sujet particulièrement sensible pour le général de Gaulle.
Et donc, il y a cette volonté vraiment de réaffirmer le pouvoir républicain immédiatement. C'est symboliquement aussi par l'émission de pièces rapidement pour remplacer les pièces du régime de l'État français, donc des pièces qui font réapparaître Marianne, qui font réapparaître la devise républicaine, et puis on le retrouve aussi sur des timbres avec une nécessité qui est qu'on est dans une période de pénurie qu'on n'a pas forcément pu anticiper, et donc dans un premier temps, on va utiliser les timbres à disposition qu'on va simplement surcharger pour leur redonner quand même un aspect plus conforme avec le nouveau pouvoir qui s'est mis en place. Et puis on a aussi ce timbre assez intéressant pour mettre délivré. Alors on a une double délivrance, c'est à la fois le retour à la République avec RF, mais c'est aussi des territoires que une nouvelle fois la France récupère, territoires qui avaient été annexés par les Allemands. Et puis finalement on pourra émettre de nouveaux timbres avec Marianne, avec la République française, mais il faudra attendre un second temps. Même si on a essayé d'anticiper qu'une partie de ces timbres ont pu commencer à être fabriqués avant même la libération. Donc cette volonté de rétablir la légalité républicaine, elle est affirmée dès une ordonnance du 9 août 1944 qui affirme voilà, que la République est le régime de la France libérée, qui affirme que le régime de Vichy n'a été qu'une parenthèse. Et donc, cette incarnation de la République, elle se fait par ses commissaires, dont il a été question tout à l'heure. Et on a par exemple ici Michel Debré dans ses bureaux à Angers. Et en tant que commissaire de la République pour la région d'Angers, il avait autorité sur la Loire-Atlantique. Et donc, vous avez cette affiche qui va être publiée après la libération de Nantes et qui affirme très clairement le retour de la République. Donc, c'est le préfet qui a été installé avec l'autorisation et l'aval du commissaire de la République de la région d'Angers. Et donc, on a République française, le tricolore que Vichy s'était approprié et que la République reprend à son compte, et puis le retour, en gros, de la devise liberté, égalité, fraternité. Je pense que c'est un document assez intéressant à utiliser avec les élèves. Et au niveau local, on a des comités locaux de la libération qui s'installent dans toutes les communes. Donc ici, vous avez une photo qui est prise avec un élément intéressant, c'est la présence d'une femme. Alors dans d'autres comités, les femmes sont un peu plus nombreuses. En général, elles sont quand même pas très nombreuses, il faut bien l'avouer. On leur réserve plutôt les questions de pénurie, d'enfance, et pas les questions jugées plus importantes que les hommes ont tendance à se réserver. Ce qui est intéressant sur cette photo aussi, c'est la présence de la Croix de Lorraine, du portrait du général de Gaulle. Voilà, donc je pense qu'il est possible que vous trouviez dans les archives communales des photos de cette nature. Et puis bien évidemment, on cherche à rétablir la République dans sa plénitude. Donc la libération étant assez rapide, la République se réinstalle, prend possession de la France, on peut dire des choses comme ça. Mais on ne manque pas aussi d'aller faire la tournée pour vérifier que localement, les choses se passent bien. On a donc une assemblée consultative provisoire qui revient à Paris. Paris redevient la capitale. On a un gouvernement qui s'installe à Paris, qui va prendre la direction du pays, mais très rapidement, le général de Gaulle va multiplier les voyages pour se montrer. D'ailleurs, les Français ne le connaissent pas si bien que ça, ils ont plus entendu sa voix que vu son visage, et donc il va faire des tournées en France, et donc il est à Nantes oui, en janvier 1945, c'est finalement parmi les premiers voyages qu'il peut faire. Il sera aussi à Saint-Nazaire, donc après la fin de la guerre, en juillet 1945. Et ces voyages sont l'occasion à la fois de se montrer, ce que manifeste clairement la publication qui montre la venue du général de Gaulle à Lyon, et puis c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Nantes, et notamment de lui remettre officiellement les insignes de l'Ordre de la Libération, puisque la ville, dès novembre 1941, suite aux exécutions à Châteaubriand, et à Nantes et à Paris, avait été honorée du titre de compagnon de la Libération. Et bien évidemment, la restauration de la République, c'est aussi le procès de Vichy, incarné ici par les deux figures les plus importantes, Pierre Laval et à l'arrière-plan le maréchal Pétain. Pierre Laval sera exécuté, le maréchal Pétain, pardon, du fait de son grand âge, sera dispensé de la peine de mort, mais sera condamné à la réclusion à perpétuité, puisqu'il mourra sur l'île-Dieu. Refonder, bah, c'est aussi rénover la démocratie. C'est pas la même chose. L'État républicain, c'est une chose, la démocratie en est une autre. Euh,
On attend un peu parce que on a une partie de la population française et donc de ceux qui pourraient décider de ce que devrait être la France qui ne sont pas là, qui sont absents. Ce sont les prisonniers, ce sont les requis du STO, ce sont les déportés. Et donc, on va attendre un peu avant d'organiser des élections nationales. Par contre, on organise des élections locales, des élections municipales et grande première. En France, les femmes vont pouvoir voter. Bien évidemment, je pense que chacun d'entre vous en parlera aux élèves. Donc, un moment important dans la transformation de la République française, qui est affirmée dès 1942. C'est un élément qui est très important à rappeler. Dès la déclaration au mouvement, le général de Gaulle indique qu'il sera bien le restaurateur de la République, le restaurateur de la démocratie, et il parle déjà du fait que les femmes seront égales aux hommes en tant que citoyennes. Cette démocratie, elle veut, les anciens résistants veulent qu'elle soit transformée, que notamment les résistants eux-mêmes puissent prendre la main, et donc ils vont essayer de constituer des forces, et notamment constituer de nouveaux partis politiques issus des forces de la résistance. C'est notamment le cas du mouvement de libération nationale. Ces tentatives ne vont pas aboutir réellement puisque ce sont les partis qui se sont engagés dans la résistance ou qui en tout cas ont été portés par la résistance qui vont dominer la vie politique en 1945. Le mouvement républicain populaire étant si on va dire une situation un petit peu mixte, c'est à la fois un nouveau parti, mais qui va essayer voilà, de s'inscrire en continuité avec des forces politiques d'avant-guerre. Donc finalement, ce retour de la démocratie va prendre plusieurs étapes. On va élire une assemblée nationale constituante pour établir une nouvelle constitution, voir comment la France va être refaite. Donc je vais passer assez vite sur ce point précis. Une des forces politiques qui ne sont plus du tout celles de l'avant-guerre, avec une répartition des forces, voilà, qui peut aussi être un sujet de discussion et de compréhension de la situation actuelle, puisqu'on a une situation où aucune force n'est dominante. Voilà, donc peut-être que ça peut être un élément de proximité et de comparaison entre l'état des forces politiques en 1945 et l'état des forces politiques aujourd'hui, et donc la mise en place d'une nouvelle constitution. Mais là, on est déjà en dehors du champ chronologique qui a été proposé. Refonder, c'est la victoire, c'est former une nouvelle armée qui intègre les FFI. C'est aussi une manière d'éliminer le danger que pourraient représenter des troupes importantes, des forces importantes en armes à l'intérieur de la France libérée. Donc on demande au FFI de rendre les armes et pour ceux qui combattent, de s'engager dans l'armée française. Des forces spécifiques vont être constituées, mais le plus souvent, on va avoir plutôt un système d'amalgame, c'est-à-dire que les FFI vont être intégrés dans des unités combattantes régulières, et donc on va engager ces forces pour constituer la première armée française qui va pouvoir participer à la fois à la libération du territoire national et puis à la victoire contre l'Allemagne nazie. Ce document est assez intéressant, il date de 1945. Il met en avant la contribution des forces françaises à la victoire. Il met aussi en avant les troupes coloniales, à un moment où une partie de ces troupes coloniales ont été renvoyées dans les territoires où elles avaient été recrutées et mobilisées. Donc à la fois, on assiste alors ce qu'on va appeler le blanchiment de l'armée française. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, mais malgré tout, on voit bien que sur cette image, on n'oublie pas aussi la contribution de ces forces à la libération du territoire et à la victoire. Donc on est là aussi dans une histoire qui doit être abordée de façon la plus complète possible. Cette armée française, elle va avoir pour mission notamment d'occuper le sud de l'Allemagne. Et vous avez ici une publication qui date de 1945 et qui montre le passage du Rhin. Alors ce qui est intéressant, c'est que le passage du Rhin est fait ici par une division issue justement de ces troupes coloniales, qui est la première à franchir le Rhin. Et les soldats français, et notamment les soldats de la 10e DB, iront jusqu'à Berchtesgaden, jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. Et donc là, on a un de ces soldats qui est photographié et qui rappelle donc que l'armée française est présente à ce moment-là.
Si vous voulez plus de détails, si vous avez un parcours, vous avez notamment ici l'ouvrage de Claire Miot, qui est la même auteure que celle qui a fait le livre sur le débarquement de Provence, sur la première armée française. Et donc, ce qui explique pourquoi la France se retrouve avec une place qui n'était pas du tout évidente en 1940, qui est donc parmi les vainqueurs, avec cette carte postale qui rappelle la présence du général de Lattre de Tassigny à la table des signataires le 8 mai 1945, le lendemain d'une première signature à Reims le 7 mai. Bien évidemment, quand on parle de la Loire-Atlantique, on parle de la poche de Saint-Nazaire. Donc là aussi, rappeler que la signature a été aussi en deux temps, hein, puisqu'on a pour la signature générale le 7 mai puis le 8 mai. Donc là, on a une première signature à Cordemais le 8 mai et puis une reddition définitive à Bouvron le 11 mai. Et donc, au bout du compte, la France, et ça peut être aussi un élément de conclusion et qui peut faire aussi le lien avec la manière dont on aborde cette question en classe, bah, c'est que la France se retrouve parmi les vainqueurs et va se retrouver avec une place qu'elle a encore et qui lui donne une importance qui a encore un certain poids aujourd'hui au sein de l'ONU parmi les membres permanents. Et puis refonder, c'est aussi reconstruire et réformer. Alors je vais commencer peut-être par, et je vous rassure pour conclure, quelques établissements qui nous parlent aujourd'hui. Alors même si l'ENA a disparu en tant que tel, des énarques, il y en a encore un certain nombre qui sont dans des postes de direction, soit de l'État, soit de grandes entreprises. L'INED, l'Institut national d'études démographiques, voilà, ce sont des créations pour justement préparer et donner les éléments pour pouvoir accompagner la reconstruction de la France. C'est la documentation française qui va être confiée à Jean-Louis Crémieux-Briac, donc va être le grand historien de la France libre, mais qui au départ va porter la naissance de la documentation française. Et puis l'INSEE, il faut bien des statistiques pour pouvoir euh, anticiper, préparer ce que devra être la France dans les années d'après-guerre, qui en avril 1946 que voit le jour. Donc on construit, on reconstruit plus exactement, une carte très intéressante, une carte Michelin, mais qui évoque toutes les routes et tous les ponts coupés en janvier 1945, donc carte utile lorsqu'on n'a pas encore de GPS. C'est bien évidemment une reconstruction qui peut être incarnée par ce document que vous retrouvez d'ailleurs dans l'exposition qui vous a été présentée de la reconstruction de Nantes. C'est bien évidemment des entreprises dont l'État va prendre le contrôle, donc les nationalisations, dont la Régie Renault. C'est bien évidemment la mise en place de la sécurité sociale, une ordonnance dès le 4 octobre 1945 et puis des guides d'explication d'un système qui est nouveau. Et notamment ici, on s'adresse aux vieux travailleurs. À l'époque, le terme de vieux ne pose pas de problème. C'est aussi la question de la liberté de la presse, très sensible pour des mouvements de résistance qui se sont constitués autour de journaux. Donc il y a une sensibilité pour que la presse soit véritablement libre et notamment la moins soumise possible aux puissances d'argent. C'est aussi une réflexion pour aujourd'hui. Et puis, c'est aussi la question coloniale qui fait débat, qui n'est pas véritablement résolue, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça va aboutir à des guerres de colonisation. Ça va être le cas dès 1945 au Vietnam, avec ici un texte qui évoque les propositions du président Ho Chi Minh, voilà, qui est diffusé en France et on voit bien que voilà, on essaye de trouver des portes de sortie. Et puis, un document que j'ai trouvé assez intéressant. Alors, c'est un mouvement très particulier, très minoritaire. C'est une publication d'anciens de ce groupe de résistants qui s'appelle OE Partisans, mais qui, en 1945, a connaissance des massacres en Algérie le 8 mai 1945 et qui titre son article Oradour-sur-Glane en Algérie. J'ai trouvé que c'était particulièrement fort comme titre et que là, dans une mémoire immédiate, on fait un lien entre un événement particulièrement traumatique et associé à la répression nazie et ce qui s'est passé en Algérie. Donc, pour conclure la mémoire de la libération, je passe assez vite. Les documents sont multiples. Ici, j'ai des documents qui concernent d'autres régions que les régions Pays de la Loire. Mais voilà, vous en avez beaucoup. Vous avez, on n'est pas très loin en Vendée, vous avez un ouvrage fait par des élèves à qui on a demandé de raconter la libération et l'occupation. Vous pouvez peut-être avoir l'espoir de trouver ceci dans les archives communales ou départementales. Vous avez des monuments de toute nature qui rappellent les combats de la libération. Vous avez sur le territoire du département des éléments comme notamment les bords de la Liberté
les bornes de la voie sacrée. Et puis, bah, toutes les cérémonies qui ont eu lieu à l'occasion des 80 ans de la Libération, que ce soit à Paris, que ce soit en région. Euh, Élément intéressant sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, euh, on a une libération qui est quand même un drame, on l'a vu, qui est militaire, on l'a vu, mais beaucoup d'affiches qui ont été produites à l'occasion de cette libération ont plutôt mis en avant le côté joyeux. C'est peut-être l'effet du recul des 80 ans. Et puis donc dans la région qui nous intéresse, vous avez les 80 ans rappelés par le musée de Saint-Marcel, et puis la ville de Châteaubriand qui a aussi produit une affiche spécifique pour le 80e anniversaire de la libération. Et pour terminer, bah, on a également la libération à venir de la poche de Lorient, puisque la ville de Lorient a anticipé la libération officielle qui n'aura lieu qu'en 2025. Et puis Bouvron également, qui a déjà commencé à réfléchir à ce que pourrait être la commémoration de la libération, mais qui a déjà aussi, et on a aussi déjà, pour s'y préparer, le spectacle que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être vu, Morissette, l'insoumise de la poche de Saint-Nazaire. Et j'ai regardé le site, c'est la dernière saison, donc si vous voulez voir la pièce, c'est le moment ou jamais. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Après, je répondrai aux questions, je pense que c'est le plus intéressant. Et puis éventuellement, je rajouterai quelques ressources, mais je m'arrêterai bien évidemment sur la plus importante, celle réalisée par les amis du Musée de la Résistance de Châteaubriand, Libérer et refonder la France, sur lequel je me suis en partie appuyé. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas comment le lien se fait. Si quelqu'un d'autre prend la parole, si des questions sont dans la salle ou des questions apparaissent en ligne, j'ai une visibilité sur le chat. Donc éventuellement, s'il y a des questions, je peux essayer dans un premier temps d'y répondre, puisque j'ai pas de retour de la salle. Alors oui, dans la salle, il faudrait réactiver le micro et la caméra que j'avais découpé pendant la présentation d'Eric, là. Alain, si tu peux. Alors, on n'a plus la salle là, hein, du coup. Ah. Alors, je peux éventuellement répondre à des questions qui arrivent par écrit. Alors, je ne sais pas s'il y a un retour pour la salle. J'espère que c'est le cas. Au moins, ça permettra au moins de faire un premier échange s'il y a des informations, des compléments que vous souhaiteriez apporter, des éléments que vous avez de votre côté qui viendraient compléter ce que je viens de dire, ou si j'ai pas été clair sur un aspect ou un autre, n'hésitez surtout pas. J'essaierai dans la mesure du possible d'y répondre. Ah, Voilà, il y a un retour sur la salle. voilà. C'est bon. Ah, c'est bon là? Voilà. On te voit. Donc, première question avant que tu répondes, Eric. Est-ce que le diaporama, on pourra le récupérer, enfin le PowerPoint, on pourra le récupérer ou pas? Alors oui, je vais essayer de faire une version allégée parce que il est très lourd. Donc je vais, comme les années précédentes, j'insisterai sur les aspects, on va dire notamment la première partie pour la problématique. Et puis j'essaierai de faire une sélection pour compacter un petit peu, mais il n'y a pas de problème sur le principe. Oui. Ok, merci. Donc, des questions, s'il y en a. Est-ce que tu peux regarder, Eric, sur le chat? Alors pour l'instant, j'ai pas de questions a priori.
S'il vous plaît, j'aurais une question. Anne Morin, du lycée Grand Air à La Baule. Alors, je l'ai entendu, donc je peux essayer de répondre. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation toujours complète. Si vous pouvez ne pas trop réduire votre diaporama, parce qu'en fait, il y a tellement de documents intéressants que ce serait dommage de les enlever. C'est un aparté. Voilà, avec ma collègue, Madame Cariou, on voulait poser une question. Je ne sais pas si vous allez, c'est directement vous qui allez pouvoir nous renseigner, mais sur le format des épreuves, est-ce qu'il reste les mêmes, que ce soit au collège pour le lycée, au lycée comme au collège? Est-ce qu'on a toujours un format pour le collège qui est adapté d'après les épreuves du DNB? Et pour le lycée, est-ce que c'est toujours une composition ou est-ce que ça se sera sur un autre format cette année? Merci pour votre réponse. Alors, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de. Il y a une réflexion qui est en cours. Ça n'a pas abouti pour l'instant à des consignes très, très précises sur la forme des productions. C'est un sujet qui préoccupe le jury national dans le sens où, selon les académies, des sujets peuvent être pensés de manière quand même assez différente. Or, au bout du compte, au niveau du jury national, il s'agit de pouvoir mettre en comparaison toutes les productions d'élèves. Donc, si les différences sont trop importantes, ça peut être difficile de faire une évaluation juste entre toutes les productions. Pour Oui. l'instant, il n'y a pas d'information. Le seul élément important, c'est pour les élèves qui pourraient bénéficier d'un tiers-temps, qu'ils puissent bien évidemment en disposer pour les devoirs écrits. Parce que ils ont cette possibilité pour les examens, donc il est tout à fait logique qu'ils puissent en disposer pour les épreuves écrites du CNRD. Très bien, merci. J'ai oublié de préciser, c'était pour effectivement les épreuves, enfin, le travail individuel, hein. Euh, et donc, pour le lycée, ça reste a priori sous la forme d'une composition avec deux sujets au choix. Alors, ça dépend un peu des académies. On a des académies qui proposent plusieurs sujets. On a des académies qui n'en proposent qu'un seul. On a des académies qui proposent juste un intitulé très sobre. D'autres apportent des documents en complément. Ce qui fait d'ailleurs que lorsque les sujets arrivent au niveau national, lorsque les devoirs arrivent au niveau national, on a le sujet avec pour savoir sur quelle base les élèves ont travaillé, ce qui est un élément important aussi. Et ce qui explique aussi pourquoi on demande que soit précisé, comme ça a été rappelé au tout début de cette séance, quelle est la situation de l'élève, s'il est en lycée général, en lycée professionnel, s'il est dans le cadre d'un dispositif particulier. Voilà, pour que lorsque l'on examine le devoir, on ait tous les éléments pour pouvoir quand même procéder à des adaptations et sans à la fois favoriser certains élèves par rapport à d'autres, mais tenir compte quand même de la situation particulière de chaque élève. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Alors, excusez-moi, Cédric Chedorge du lycée Monge. Je peux répondre en partie sur l'évolution ici des sujets, effectivement, au niveau académique. Donc, je fais partie de la commission là, d'élaboration des sujets. On a eu une première réunion au mois de septembre où, effectivement, on a évoqué la possibilité de faire évoluer un peu le format, tant en collège qu'au lycée. Alors, on partirait vers une proposition de sujet unique au lycée qui ne prendrait plus la forme d'une composition, mais qui serait précédée par un certain nombre de documents sur lesquels on aurait un questionnement et qui viendrait alimenter ensuite un développement un peu plus long. Et puis pour le collège, ce serait un format qui serait aussi assez proche, donc avec un document ou plusieurs documents, des questions de prélèvement d'informations qui permettraient là aussi de préparer un développement un peu plus long. C'est-à-dire on reprendrait quelque chose qui serait assez proche des anciennes formules du DNB pour le collège. Alors, c'était à l'état de réflexion. La commission va donc se réunir de nouveau au mois de décembre, cette fois-ci pour concevoir les sujets, mais on irait dans cette direction au niveau académique avec un sujet qui serait commun pour à la fois la voie générale, technologique et professionnelle. Ça serait uniquement les attendus qui différeraient, c'est-à-dire qu'on aurait aussi une information concernant ici la provenance des élèves, du moins pas la provenance du lycée, mais savoir si c'était des lycéens de la série générale technologique ou bien
professionnels pour avoir adapté les attendus. Voilà un peu les grandes lignes de l'évolution qu'il devrait y avoir Dès cette année, alors, Cédric, hein. dès cette année. Ouais. Alors, voilà, on avait fixé uniquement les grandes orientations, hein. Je le répète, là, on va avoir 2 jours de réunion avec l'ensemble des départements, des représentants de chacun des départements pour faire l'élaboration, mais on irait vers cette évolution-là. J'aurais j'apporterais une interrogation. Euh, il y a alors je suis impliqué au niveau local dans le Val-de-Marne, en région parisienne, et un point qui nous a posé problème lorsqu'on a voulu donner des documents aux collégiens avec justement l'idée que ça se rapproche de ce que les élèves peuvent trouver lorsqu'ils sont amenés à travailler dans le cadre des évaluations, soit pendant la période de classe, soit au moment des examens. Euh, on s'est retrouvé avec aussi une difficulté, c'est que au niveau national, on est toujours dans l'idée de faire une composition un peu à l'ancienne. Et donc, on a pu avoir des travaux intéressants, sauf que ce qui a pu arriver, c'est que les élèves passaient pas mal de temps à faire des analyses de documents pour en tirer des informations intéressantes. Donc le travail pédagogiquement était tout à fait intéressant, mais du coup, manquait de temps pour produire le travail de rédaction. Avec le risque, alors qui n'en est pas un au niveau local, puisque tous les élèves sont à égalité, mais par contre, quand on remontait au niveau national, c'était quasiment éliminé d'office ces élèves qui produisaient un travail qui allait être considéré comme assez limité en volume et en réflexion, parce qu'ils n'avaient pu y consacrer une heure et demie sur deux, ayant passé beaucoup de temps sur l'analyse de documents. Donc c'est la difficulté de ces choix, et je partage tout à fait cette réflexion, c'est essayer de faire quelque chose que les élèves sont habitués à faire, c'est important. La forme du concours est quand même différente de ce que l'on attend d'un élève de troisième, mais en même temps ne pas les mettre trop en décalage avec ce qui reste attendu pour le moment dans le cadre du concours. Donc ça n'a pas d'incidence au niveau des prix départementaux ou académiques si tous les élèves sont placés avec les mêmes contraintes. Par contre, dès qu'on passe au niveau national, tant qu'une règle très claire n'a pas été mise en place, peut-être se garder ou peut-être faire une mention en disant qu'il faut privilégier le travail de rédaction, quitte à s'appuyer sur un travail d'analyse et d'extraction que d'informations qui serviront ensuite à nourrir le développement construit ou le paragraphe argumenté, ou enfin peu importe le terme qu'on lui donne. Merci pour ces précisions. Effectivement, j'en ferai le relais. Merci. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres interrogations, d'autres questions. Ouais. Non, moi j'avais juste une remarque là par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Euh, Ça correspond pas tellement à ce qu'on fait en lycée, puisqu'en lycée on met un ou deux documents et il n'y a pas de question intermédiaire, il y a juste une consigne. Donc c'est pas forcément plus facile pour les élèves. Moi je dirais que c'est plus compliqué, enfin, puisque ça va les dérouter par rapport aux évaluations qu'ils ont dans l'année, quoi. Et effectivement, en général, l'analyse de documents, c'est ce qui est le plus difficile à faire pour les élèves. En général, ils font de la paraphrase ou alors ils restituent du cours. Enfin, on sait très bien que c'est difficile et que ça prend du temps, quoi. Donc, je trouve que c'est pas les mettre en... Enfin, ça leur facilite pas la réussite, je trouve. Surtout des élèves de seconde, par exemple, par rapport à des terminales. Enfin, c'est... Là, c'est super discriminant, je trouve, comme type d'épreuve. C'est toute la difficulté de ce concours qui est un peu dans l'esprit du concours général avec une dissertation, mais qui est en contradiction avec des pratiques pédagogiques et qui sont en plus pas forcément exactement les mêmes selon le type d'élève que l'on a en face de soi. Donc c'est pour ça il faut à la fois tenir compte des attendus au niveau national et en même temps
faire que les élèves aient quand même des repères quand ils sont amenés à travailler sur l'épreuve, ne soient pas non plus démotivés par un sujet qui est trop en décalage par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et surtout, là, j'insiste vraiment là-dessus, le risque de perdre du temps sur des activités qui finalement ne seront pas prises en compte pour, euh, pour pour l'évaluation au niveau du jury national. Même si le jury national, encore une fois, ayant les sujets qui ont été donnés, peut quand même adapter son évaluation à ce qui a été demandé aux élèves au départ. Mais voilà, c'est un exercice qui est compliqué, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une forme de centralisation, mais aussi une mise en œuvre décentralisée de ce concours. Donc on a deux systèmes qu'on essaye d'harmoniser autant que possible, mais qui ne fonctionnent pas toujours complètement ensemble. Mais enfin, juste une question par rapport au jury national, parce que enfin, si on est comme ça pris entre deux choses, enfin, est-ce que on garde en mémoire quand même que c'est pas le concours général d'histoire, mais que c'est aussi un concours de mémoire. Enfin, je veux dire, si on a une épreuve où il y a des documents, quid de la part de d'histoire locale ou de travail qui aura pu être fait en classe avec des témoins ou on travaille sur des archives ou des choses comme ça que souvent les candidats ont l'habitude d'inclure dans les copies et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce concours. Alors là, je vais être rassurant, hein. Il y a une volonté quand même de valoriser au maximum les productions des élèves. Après, comme on est dans une logique de concours, je dirais que ma remarque, elle est valable pour voilà, pour les prix qui ne, voilà, on a 90, 95 départements qui participent chaque année. Ça fait beaucoup de matière, beaucoup de devoirs. Et donc là, ce que j'évoque, c'est vraiment pour arriver à ceux qui seront primés. Mais il y a tout un processus de sélection. Et donc, l'important, c'est d'essayer de passer le premier cap. Et le premier cap va rejeter les travaux. Alors, je parle toujours des devoirs individuels, des travaux qui sont considérés comme les plus légers. Il est bien évident que dans les travaux qui vont être sélectionnés et qui vont donner le palmarès, il y a quand même une grande diversité de production. C'est-à-dire qu'on tient compte quand même, encore une fois, de ce qui était attendu de la part des élèves. Et donc, au niveau de la forme, on est quand même, on a l'esprit très très ouvert. Ça, c'est vraiment, enfin, je vous rassure vraiment, le jury ne fonctionne pas avec l'idée qu'il a une forme de concours général très sélectif. On va au contraire valoriser tous les apports locaux, que la part de recherche soit individuelle, soit collective, l'originalité, mais malgré tout, on est quand même dans un concours, même si c'est un concours de mémoire, qui reste quand même un concours d'histoire. Peut-être plus encore dans le devoir individuel que que dans les travaux collectifs. Donc, je pense que un élève qui produit un travail de qualité, quelle que soit la forme, pourra passer le cap de la première sélection. Après, il sera mis en concurrence avec d'autres élèves qui auront aussi des compétences à faire valoir dans différents domaines. Après, se fera sur des critères plus multiples. Je précise aussi qu'il y a toujours plusieurs lectures, hein. Comme c'est le cas lorsque on fonctionne au niveau départemental ou académique. Mais il y a vraiment la volonté de proposer quand même un palmarès qui essaye d'être en phase quand même avec la diversité des élèves. Et vous pouvez le constater quand vous regardez le palmarès national. On a des établissements et des profils d'élèves qui sont quand même assez variés. Et ça, c'est vraiment un souci du jury national, de ne pas faire un concours d'élite. Ça, c'est vraiment un élément très important, qui serait d'ailleurs en contradiction avec l'esprit même du concours, c'est de faire que cette histoire et cette mémoire soient partagées le plus largement possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, a priori, tout le monde est satisfait, a eu ses réponses, même si elles sont peut-être partielles. Mais en tout cas, voilà. Sinon, t'es là. Hein. Il n'y a personne d'autre. Je voudrais, Nous je voudrais allons aussi clore. préciser que je ne transmets pas la parole officielle du jury national. Voilà, je parle d'expérience, mais je vous rassure sur les intentions et sur sur la sensibilité du jury. Et voilà, il y a vraiment, on sait, enfin, il est composé de personnes qui savent ce que sont les élèves, hein, de leur qualité et de leurs limites. On va peut-être clore alors, s'il n'y a plus personne à prendre la parole. Merci Eric, en tout cas. Merci à vous. Et tu as vu que ta présentation est bien sollicitée. Eh ben, Si possible, sans coupure. Hein. C'est ce qui a été dit. On peut essayer Bon, d'être modéré, mais ouais, il faut que le poids soit raisonnable quand même, malgré tout, pour la mise en ligne. c'est comme tu veux. Ok. Des gigas, ouais. Bon, merci Eric, et puis à la prochaine. Alors. Merci à vous et ravi d'avoir été présent aujourd'hui, Merci à tous ceux qui étaient là. même à distance. Compris en ligne. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir, Eric. Au revoir. Au revoir, Charlie. Au revoir, bonne soirée à tous. Merci, Charlie.